Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Euh, voilà, c'est un plaisir d'être parmi vous, de vous avoir, parce qu'au fait, cet enregistrement, je le fais après que le webinaire soit passé, parce que durant le webinaire, durant la première partie du webinaire, sinon, je n'ai pas pu enregistrer. Du coup, ça se fait après. Vous allez sûrement remarquer la qualité du son qui est meilleure comparativement à la deuxième partie. Voilà. Donc, c'est un plaisir de vous avoir, comme je le disais, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous certains trucs, certains sujets que je trouve intéressants et surtout utiles pour vous. Et donc voilà, le nom du webinaire, c'est les engrenages de la productivité pour une vie bien accomplie. Qui suis-je? Ouais, qui est ce jeune homme qui vient nous parler de la productivité et de la vie? Eh bien, je me nomme Abdurrahman Kassongo. Je suis le cofondateur et le stratégiste des marques, si je dois traduire ça en français, de Millennium Graphics. Et en même temps, je suis le fondateur de Millennium Academia, notre très chère plateforme par laquelle nous partageons la connaissance, nous obtenons de l'expérience et nous passons des bons moments pour essayer de montrer et de guider les gens vers la vie créative et productive. Mais évidemment, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le webinaire en question en voyant ce qu'on va avoir comme sujet. Et donc, le premier sujet qui va être là, c'est d'abord un petit résumé de la vie. OK? Par après, nous verrons de façon plus précise quelle est la productivité, du moins quelle est la partie de la productivité que nous allons opter comme sujet de ce webinaire. Par après, il y a la paresse 2.0, un sujet très intéressant qui va sûrement plaire à plus d'un. Et par après, nous verrons comment travailler moins et obtenir plus. Okay? Des sujets assez intéressants. Et le cinquième point, ça sera traité dans la deuxième partie du webinaire. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer de façon à proprement parler. À quoi se résume la vie? Eh bien, il faut savoir que la vie, c'est une succession des périodes. Eh bien, ces périodes-là, ils sont juste composées de 24 heures chacune. OK? Et ces 24 heures-là forment des jours. Et ces jours-là forment les périodes en question. Et donc, il y a une répétition de ces 24 heures-là qui reviennent à chaque fois. Le but de ces 24 heures, en fait, c'est pour nous permettre de nous transformer vers la personne que nous sommes voués à devenir, vers la personne que nous travaillons chaque jour pour devenir cette personne-là. Eh bien, en ayant cette façon stoïque-là de voir les choses, c'est au fait une façon de pouvoir affirmer que dans la vie, rien n'arrive contre nous, mais tout arrive pour nous. C'est un sujet, c'est plutôt, je veux dire, c'est une citation, des dires que j'ai entendu une amie, une très chère amie à moi, Zoura Foukassi, le dire et ça m'avait marqué. Je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose que je vais en faire, je vais m'approprier ces dires, bien évidemment, m'approprier dans un sens où je vais vivre de ces dires-là. Et aujourd'hui, je partage avec vous pour que vous puissiez aussi vivre de cette petite phrase qui peut avoir un grand impact sur la manière dont vous voyez les choses. Bien, on a vu ce que c'était que la vie. Maintenant, on va parler de la productivité. C'est quoi la productivité? Une façon de pouvoir définir, soit de pouvoir définir la productivité, c'est le fait de dire que la productivité, c'est l'art de getting things done. Faire les choses, enfin, faire que les choses soient faites. Eh bien, en voulant faire que les choses soient faites, il ne faut pas se baser seulement sur la quantité, mais évidemment aussi, il y a aussi la qualité qui compte. Que je peux dire, il y a aussi la qualité qui prime. On a vu que la vie, c'est 24 heures ensuite qui forment des jours et ensuite qui forment des périodes. Et la question qui pourrait venir, c'est comment est-ce que la productivité intervient dans le fait que la vie, que ce soit des périodes, etc., etc. Le problème qui est là, du moins la clé qui est là, c'est que la vie, on a bien dit que ce n'est que 24 heures, ok? Qui forment des cycles par après. Donc ça veut dire que c'est un temps limité. Ça veut dire que c'est un temps qui, quand ça passe, ça ne revient plus. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit savoir comment gérer.
qu'on doit savoir comment utiliser ça, mais surtout qu'on doit savoir comment arriver à obtenir plus en faisant moins. Si je dois reformuler ça, comment arriver à obtenir des résultats sans fournir d'efforts additionnels particuliers. On va se comprendre par la suite. Le deuxième point par lequel on doit passer, c'est la paresse 2.0. Ok? Je suis paresseux. Et ça, j'aimerais changer ça pour rien au monde. Je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant la définition classique de la paresse et en la confrontant à ma définition de la paresse. Avec un peu de chance, sûrement que je vais réussir à recruter des gens pour le FC Flemme. Ok, passons. Dans le Larousse, la paresse est définie comme étant euh, le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Ok? Bien. Ce qui est là, c'est que ça m'a pris tellement de temps, beaucoup d'années, parce que ça fait un bon moment que j'essaie de trouver une façon différente de voir le sujet. Ok? Et avec fierté, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, avec un grand sourire, je viens avec cette définition de ma paresse qui est la suivante. Comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité non essentielle, qui gaspille son énergie dans la course vers le bonheur. Ça semble assez poussé hein, comme définition pour une chose qui, depuis des années, a toujours été aussi simple. Quelqu'un de paresseux, c'est quelqu'un de paresseux tout court. Pourquoi ajouter tout ça? C'est c'est assez subtil, mais vous allez arriver à comprendre au fur et à mesure que nous évoluons pourquoi cet ajout des mots tels que non essentiel, énergie et bonheur ont été affectés à la nouvelle définition. Bien, le non essentiel. Ok, le non essentiel. Qu'est-ce que c'est que le non essentiel? Un instant, voilà, je me positionne là, tout sagement. Un gentil garçon. Ok? Le non essentiel. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un sujet sur lequel je suis tombé sans faire exprès. Et comme on dit, ce sont les choses dont on t'y attend pas que ça va se passer qui nous marquent le plus. Eh bien, pour ceux qui connaissent Jim Rohn, il a dit une fois qu'il ne faut pas, ok, donner un temps majeur sur les choses mineures. Par cette pensée, on comprend aussi que est essentiel tout ce qui est majeur et est non essentiel tout ce qui est mineur. La question qui va ressurgir par après, c'est comment savoir faire la différence entre un mineur et un majeur dans une activité, dans un travail, dans un effort, etc., etc. C'est très simple en fait. C'est simple, mais pas facile. Ok? C'est juste en se posant des questions. Pourquoi j'ai dit que c'est simple et pas facile? Parce que c'est simple parce que le schéma est là. C'est pas facile parce que ce n'est pas avec aisance qu'on arrive à détacher quelque chose euh, si facilement de nos activités. Ok? On va y revenir. Ok? La première question à se poser, c'est une autre personne peut-elle faire la chose que je dois faire là pour l'instant? Le travail que je dois faire pour l'instant. Est-ce qu'une autre personne peut faire à ma place? Ok? Dès lors que la réponse c'est oui, hop, vous passez ça comme étant quelque chose de mineur. Ok? Et dès lors que la réponse est non, vous n'allez pas baisser les bras parce que le but, au fait, en tant que paresseux 2.0, c'est de se faciliter la tâche autant que possible. Dès lors que la réponse est non, on va encore se poser quelques questions. Ok? La question qui suit, c'est y aura-t-il un impact ou soit une conséquence qui va découler de ce que je vais faire? Ok? Si oui, on va continuer à se poser, à filtrer encore plus l'action qu'on va faire. Mais si la réponse est non, automatiquement, on place ça comme mineur. Parce que quelque chose, je suis seul à le faire, mais qui ne va rien m'apporter par la suite, on place ça comme mineur. Ok? Et dès lors que la réponse est oui,
ce qu'on va se demander, c'est, mais quel est cet impact? On essaie maintenant de centraliser, de détecter, ok, l'impact et la conséquence en question. Ok. Dès lors qu'on a détecté la conséquence et l'impact en question, on se demande maintenant combien de temps ça va me prendre. On se fixe dans l'espace-temps. Ok. Combien de temps cela va me prendre? Et maintenant qu'on sait que ça va nous prendre X temps, on se demande qu'est-ce que je peux faire d'autre de mieux pendant ce temps? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pendant ce temps? S'il y a quelque chose de mieux, donc on fera la chose là après. Ok. Donc on priorise. Prioritizing. Voilà, je pense que je l'ai bien dit. S'il n'y a rien de faire de mieux, donc c'est la chose qui passe dans la hiérarchie comme number one, donc comme la chose numéro une. Et donc, on planifie et on passe à l'action. OK? Et une chose qui est là, c'est que les mineurs, donc les choses mineures, on demande à l'autre personne de le faire. OK? Ou soit, si on a personne d'autre qui peut le faire à notre place, on va essayer de segmenter, ok, de placer un temps spécial à un moment donné. Ce temps-là sera notre temps pour commencer à faire les choses qu'on a classées comme étant mineures. Okay? Ça sera ce temps-là spécial, rien que pour les mineurs. Okay? Voilà. On a le petit schéma qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous faites passer chaque effort, chaque action que vous devez faire dans ce diagramme, ça met en relief un aspect qui forme le sous-bassement, un aspect à trois piliers, ok, à trois bases qui forment en fait le sous-bassement de la productivité. L'impact, le temps et l'action. Okay? Parce que sans impact, ce que nous faisons, ce sont des actions vides. Sans savoir le temps que ça nous prendra, ça veut dire que notre utilisation du temps peut être très mauvaise ou soit très bonne. Mais on doit savoir, parce que si c'est très mauvaise, si l'utilisation du temps est très mauvaise, c'est nous qui souffrons. Si elle est très bonne, c'est bien, tant mieux. Mais c'est encore mieux quand c'est encore mieux lorsque nous savons que quelque chose est mieux. Et l'action, parce que l'action, c'est la chose qui fait que la productivité soit effective. Sans action, toute cette planification-là, le fait de savoir quel impact, quel temps, sera caduque. Okay? Là, c'était l'explication du premier terme ajouté à la définition, à ma définition de la paresse. Le deuxième terme qui a été ajouté, c'est l'énergie. Okay? L'énergie. Une chose très intéressante que tout le monde sait, okay? Mais ça ne rend pas ça moins intéressant, c'est que l'humain est un être qui se fatigue. Mais nous ne nous fatiguons pas de la même façon ni au même moment. Okay? La fatigue peut être une fatigue physique. Okay? Elle peut être une fatigue émotionnelle. Elle peut être une fatigue décisionnelle ou encore une fatigue spirituelle. Okay? Et pour gérer ces énergies, il faut se connaître. Donc, si vous êtes attentif depuis le début, vous allez sûrement remarquer que cette paresse 2.0 demande beaucoup de travail sur soi. OK? Et ce n'est même pas fini. Continuons. OK? La fatigue physique a trait à ce qui fatigue notre corps en demandant un effort physique. OK? C'est vraiment relaté à la santé. Hein? OK? Et quand on ne mange pas bien, ou soit qu'on ne dort pas suffisamment, on ressent cette fatigue-là aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là aussi que c'est relaté aussi à la santé. La fatigue émotionnelle comprend ce qui fatigue les nous intérieurs, ok? Tout ce qui est nous intérieur là et qui se fatigue, c'est ce qui nous permet au fait de, enfin, c'est pas ce qui nous permet, c'est ce qui fait en sorte que nous tombons dans la fatigue émotionnelle, ok? Donc, le nous émotionnel, le nous sentimental, le nous, enfin, moral, le nous subconscient est ce qui va avec, ok? La fatigue décisionnelle, c'est ce qui pousse la personne vers la fatigue émotionnelle d'une certaine façon parce que sans, il est clair que durant la journée, on effectue plusieurs décisions. Okay? Et cette capacité à prendre des décisions décroît au fur et à mesure que nous prenons des décisions dans la journée. Okay? Et les décisions qu'on prend en début de journée, lorsqu'on a peu de décisions à faire, lorsque nous sommes à nos premières décisions, et les décisions qu'on prend en fin de journée, lorsque nous sommes assez fatigués, c'est la qualité de ces décisions-là qu'on prend vers la fin. Ce sont des types de décisions qui sont assez pauvres en qualité, due à la fatigue
OK? Et un excès de fatigue décisionnelle peut aussi guider vers faire une fatigue émotionnelle. OK? Et nous avons aussi énuméré la fatigue spirituelle. OK? C'est une fatigue qui, euh, qui nous donne l'impression, voilà, qui nous donne l'impression de perdre le sens d'orientation, qui nous fait perdre l'espoir, qui nous fait perdre ce repère-là. Voilà un peu. C'est ça une cause, ou soit c'est lié d'une certaine façon à notre spiritualité. Ok? Parce que, étant croyant, étant quelqu'un de spirituel, la fatigue spirituelle est présente. Enfin, j'arrive à le remarquer parce que j'en fais, comment dire, j'en suis victime par moment aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, on va le placer pour les gens qui sont comme moi. Pour les gens qui ne sont pas comme moi, c'est pas grave. Ok, vous allez déclasser selon les types de fatigue que vous ressentez. Ok, c'est pour ça que j'ai dit au début que nous ne nous fatiguons pas de la même façon ni au même moment. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Et quels peuvent être les remèdes concernant ces fatigues-là? Lorsque vous êtes fatigué physiquement, reposez-vous, faites un break. Ok? Lorsque c'est une fatigue émotionnelle, essayez de trouver des moyens de choisir moins en choisissant en avance. Les habits que vous allez porter aujourd'hui, choisissez-les un jour avant. La nourriture que vous allez cuisiner aujourd'hui, faites le choix avant. Ok? Faites les achats avant. Comme ça, le jour venu, vous aurez à faire moins de choix. Et vous allez vous épargner de cette fatigue décisionnelle. Et dès lors que c'est une fatigue émotionnelle, il faut prendre du temps pour soi et se reconnecter avec le nous euh, subconscient, le nous émotionnel. Ça peut être à travers les méditations, ça peut être à travers la contemplation, ça peut être à travers diverses méthodes, moyens, disciplines qui nous permettent en fait à pouvoir recentrer notre énergie euh, émotionnelle. Voilà. Et lorsque c'est une fatigue spirituelle, il faut se connecter à cette source de spiritualité qui nous permet en fait à nous emmagasiner cette énergie spirituelle. Ainsi dit, cette, pour ce deuxième terme qui était l'énergie, maintenant, nous allons passer au troisième terme, qui est le bonheur. Ok. Mais avant de passer au deuxième terme, au troisième terme, j'aimerais ajouter quelque chose d'assez intéressant, d'assez subtil, qui vient de me passer l'esprit, c'est que le paresseux 2.0, le paresseux 2.0, il sait que le repos est une façon aussi d'être productif. Ok? Parce que ces fatigues ici interviennent parce qu'on a abusé, ok, d'une certaine façon, d'un point, d'un aspect de la vie, ok. Et en détruisant ces quatre aspects ici, en abusant, ok, par exemple en travaillant beaucoup, en faisant des choix inutiles, etc., etc., c'est quelque chose qui arrive aussi à impacter notre productivité. Et de ce fait, le repos devient aussi un acte de productivité vu qu'on se recharge sur ces quatre aspects. OK? Et il dit que tant que une chose que je fais aujourd'hui va m'empêcher de me remettre à niveau le jour suivant, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien de travailler toute la nuit si le jour suivant vous serez au taquet. Parce que le jour suivant, vous allez échouer le travail et du coup vous allez prendre un jour de retard. Et vous allez continuer à courir derrière ce jour de retard et à vous fatiguer encore plus d'une façon assez minimale, mais lorsqu'on regarde sur un laps de temps, c'est un acte qui était atomique, mais qui devient gigantesque. Voilà un peu. Et du coup, la gestion de l'énergie, ce n'est pas se reposer lorsqu'on est fatigué, mais plutôt se reposer avant d'être fatigué. Lorsque les signes avant-coureurs commencent à s'afficher, commencent à devenir visibles. Ok, bien. Maintenant, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet. On va maintenant passer à ce qu'on a dit comme troisième point, qui était le bonheur. Ok, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? On nous a habitués à nous faire croire que le bonheur est intouchable, inexplicable, qu'on ne peut jamais l'avoir
Et lorsqu'on se rend compte que de son passage, que c'est parti. Que lorsque le bonheur est parti. Bien. Et si je vous disais que c'était vrai, mais pas à 100%. Pour essayer de vous faire comprendre ce que je vais dire, on va juste essayer de remplacer, donner un synonyme, ok, au terme bonheur. Bonheur égale satisfaction. La personne ne peut me dire que elle ne connaît pas ce qui lui rend, euh, qui lui donne une quelconque satisfaction. Ok? Maintenant, le seul problème qu'il y a là, c'est que la satisfaction dépend d'une personne à une autre. Ok? Cette satisfaction-là, ou soit ces satisfactions-là. Ok? Ces choses-là peuvent être différentes selon les périodes. Les choses qui nous rendaient heureux il y a 10 ans, quand nous étions petits, ce ne sont pas les mêmes choses qui nous rendent heureux maintenant. Et donc, c'est quelque chose qui change. La signification du bonheur aussi change selon les périodes que nous traversons. D'où l'importance de notre définition du début qui était que la vie, c'est des périodes. Ok? Il faut savoir, à chaque période, qu'est-ce qui me rend, ou soit qu'est-ce qui me rendrait satisfait. Ok? Et listez cela, écrivez-les, et vous allez en faire votre liste du bonheur. Et vous allez juste utiliser cette liste du bonheur pour essayer maintenant de construire une vie autour de ces choses-là qui vous rendent satisfait. Ok? Ces choses-là peuvent être quelque chose qui a trait aux personnes que vous côtoyez, quelque chose qui a trait à votre travail, à votre activité sportive, à votre hobby, à vos hobbies, ça peut être jouer de la guitare, etc., etc. Écrivez-en autant que vous pouvez. Soyez conscient, pleinement conscient dans la période que vous traversez de ce qui vous rendrait heureux. Ok? Bien. Après tout ça, vous allez vous arriver à comprendre que ma conception de la paresse décrit un humain très, très, très sectaire qui n'accepte pas qu'on vienne interférer avec sa liste du bonheur. Voilà. C'est un humain très méticuleux, c'est paresseux 2.0, qui veille à tous les aspects de sa vie. Et surtout, c'est un humain qui vit sa vie orientée vers ce qui lui est essentiel et qui concourt à vivre pleinement. Vivre pleinement. On va enchaîner avec cette transition de vivre pleinement pour essayer de voir comment vivre pleinement en travaillant moins et en obtenant plus. Parce que en étant paresseux, conscient et très fier de l'être, je le répète, très fier de l'être, il faut maintenant vivre cette vie de paresse où on travaille moins pour obtenir plus. Et il faut y aller pleinement, pas vrai? Voilà, c'est là qu'interviennent deux règles très essentielles. Nous avons la règle du 80-20, qu'on appelle le principe de Pareto. Ok. Ce principe, ou soit cette loi des 80-20, est une observation selon laquelle environ 80% des effets sont les produits de seulement 20% des causes. Pareil que 20% de ce que vous faites apporte 80% d'impact. C'est, c'est au fait dingue à quel point ça démontre comment nos vies sont remplies de choses qui ne produisent rien, qui ne nous font pas avancer et qui sont non essentielles. Du coup, analyser ces actions et ces activités vous économise votre énergie et surtout vous économise de faire 80% des choses pour avoir que 20% des résultats. Et vous préconise vers les actions, les 20% d'actions qui vont vous donner 80% des résultats. OK? Voilà. Comment savoir les 20%? C'est simple. On a vu le diagramme tout au-dessus là qui, euh, qui parlait de comment arriver à définir les mineurs et les majeurs. C'est là que vous saurez classer les 20% et les 80% d'actions
qui vont quitter votre vie. Et sûrement qu'il y a eu un paresseux 2.0 qui m'a précédé, enfin, je sais pas, mais qui a été encore plus, qui a été très intéressant. C'est qu'il a appliqué à la règle de 80-20, la règle de 80-20. Ok, donc la loi de Pareto a été pareté. Le jeu de mots, mais bon, passons. Et il a obtenu, alors on va passer tout ça, il a obtenu que, en admettant que 80% des résultats ou impact viennent de 20% d'efforts, si on appliquait la règle de 80-20 au 80-20, nous obtenons que 20% des 80 nous donnent 64 et 20% des 20% nous donnent 4. Et donc on peut reformuler la règle en disant que 64% des résultats viennent seulement de 4% des actions que nous faisons. Cela veut dire que 96%, 96% des choses que nous faisons ne nous font pas avancer. Ok. Là, ça devient encore très intéressant, encore plus sérieux. Donc, ça veut dire que vous pouvez déclasser encore beaucoup plus d'éléments. Et donc, vous pouvez restreindre encore plus votre liste des majeurs et des mineurs. Ok. Il y a quelqu'un qui est allé encore plus extrême là. Je n'ai pas pu écrire cette règle-là parce que c'était un peu trop extrême. C'est la règle de 51. Ok. Donc là, il a donc la règle de Pareto appliquée à la règle de Pareto appliquée à la règle de Pareto. Donc c'est juste dingue. Il revient à dire que 1% des actions nous donne 50% des résultats. Ok. Donc ça veut dire que 99% des choses que nous faisons ne nous font pas avancer. Ça, c'est un peu trop extrême, même pour un paresseux 2.0. Je pense que lui, là, il est allé très intéressant. Mais c'est quand même ce sont des notions à connaître qui sont applicables dans plusieurs domaines, pas seulement dans la productivité, mais dans plusieurs domaines, dans le business, dans les choix des choses que nous pourrons faire, ok, dans la finance, dans nos propres finances, ok. Donc, il faut toujours essayer d'avoir ça en tête, ok. Voilà. Nous avons fini notre quatrième point. Nous allons passer à notre cinquième point. Et on va faire juste une petite introduction. Et le, le cinquième point et la suite, vous allez retrouver ça dans la deuxième partie. Ok. Comment être productif sans se fatiguer? La conception du succès d'abord est celle qui illustre beaucoup de souffrance pour beaucoup de réussite. Et le paresseux 2.0 vient juste casser tout ça là en se posant une simple question. Et si c'était sans effort? Parce que j'aime pas faire des efforts qui vont pas me mener nulle part. On a vu là haut que 80% des choses que nous faisons viennent que de 20%. Donc, c'est-à-dire que si je fais tout avec beaucoup d'efforts, etc., j'aurais gaspillé beaucoup d'énergie en vain. Et je veux juste savoir, ok, quelles sont ces choses-là qui vont me permettre de finir une tâche sans que je ne fasse d'effort particulier, ok, sans qu'il y ait un effort particulier additionnel. Comment je peux atteindre cet objectif? Comment je peux arriver à exécuter ce travail? Comment je peux vivre d'une façon épanouie? Je m'arrête là. Ok? La suite dans la deuxième partie. Et vous verrez ensemble avec moi la promesse de la limite et la promesse de l'action. Et comment gérer une vie chargée. Et enfin, comment vivre et non survivre même sans être millionnaire. La productivité, c'est un trésor. Et dès lors que on arrive à chérir, à bien polir ce trésor, il se multiplie bizarrement. C'est un trésor musclé, un trésor qui, quand on travaille dessus, il devient encore meilleur, bizarrement. Et donc, c'est un plaisir. Rendez-vous dans la deuxième partie et nous nous disons, soyez productifs, vivez votre vie et soyez heureux. Ciao. C'était improvisé, mais je pense que ça vous plaît. Allez, à plus.